Bonsoir Maxime Tandonnet, merci d'être avec nous. Vous venez présenter un livre qui est réédité, André Tardieu, personnage un peu oublié peut-être de l'histoire de la Troisième République, mais grand homme d'État dont vous avez fait la biographie. Pour évoquer cet homme d'État, je vais commencer de façon un peu inhabituelle. On s'attend toujours à un parcours linéaire pour les grands hommes, par les grandes écoles. Et effectivement, André Tardieu a été admis à l'école normale supérieure, mais il en a démissionné tout de suite, sans faire la scolarité. Et il est entré au Quai d'Orsay, et il en est également parti. Il a démissionné du Quai d'Orsay, alors qu'il amorçait une très brillante carrière. Pourquoi? Pour devenir journaliste. Et c'est assez curieux comme itinéraire. Est-ce que vous pouvez nous parler des raisons pour lesquelles ce jeune homme brillant, qui était promis à un grand avenir dans la fonction publique, a choisi de commencer par le métier de journaliste? Alors déjà, il a refusé d'intégrer l'école normale supérieure, pour laquelle il avait été reçu premier du concours. Et le prétexte qu'il a donné pour cette démission, c'est que la cantine n'était pas bonne. Donc il n'était pas question qu'il accepte de manger dans cette cantine qu'il trouvait infâme. Ça, c'est le prétexte. En réalité, il n'avait pas du tout envie d'être professeur. La deuxième démission, c'est sa démission du Quai d'Orsay. C'était pour d'autres raisons, c'est parce qu'il voulait se frotter à la politique intérieure, et pour ça il a choisi de travailler au ministère de l'Intérieur pendant quelques années à l'inspection générale de l'administration, qui est le service d'audit du ministère. Et puis il était un peu trop contraint par le devoir de réserve qui sied aux fonctionnaires. Donc, en définitive, il a choisi le journalisme parce qu'il bénéficiait d'une beaucoup plus grande liberté d'expression dans la perspective d'une carrière politique qu'il envisageait déjà, je pense. Alors, il est devenu journaliste, mais il avait une chronique au Temps. Alors, il faut que vous nous parliez un petit peu de ce journal, parce qu'on a aussi un petit peu oublié l'ancêtre du Monde, en tout cas du Monde de la Grande Époque, du journal Le Monde de la Grande Époque. Il a commencé par Le Figaro, où il avait beaucoup de succès. Ses chroniques de politique étrangère étaient très, très réputées. Il s'est brouillé avec le directeur du Figaro de l'époque pour des raisons de rémunération essentiellement. Et donc il a été recruté par le Temps. Et c'est lui qui a tenu pendant au moins une dizaine d'années la rubrique politique étrangère du Temps, et notamment l'éditorial de la page 1, qui était une analyse des grands sujets de politique internationale d'actualité. À l'époque, il était très connu pour ça. Il était réputé dans toute l'Europe. On connaissait la plume d'André Tardieu. Alors, en fait, il n'écrivait pas sous son nom personnel. C'était un éditorial anonyme, mais tout le monde savait très bien que c'était André Tardieu qui l'écrivait. Et à l'époque, il avait toujours une fonction au ministère de l'Intérieur. Et on lui reprochait beaucoup. Par exemple, il a été convoqué par Caillot, le Premier ministre, président du Conseil, qui lui a fait observer qu'il avait un devoir de réserve en tant que fonctionnaire. Et il a dit, de toute façon, le devoir de réserve, j'écris sous pseudonyme, donc, ou même sans aucun nom, donc ça ne me concerne pas. Et il a continué à écrire jusqu'à ce qu'il ait dû vraiment démissionner en 1910. Alors justement, nous sommes avant la guerre de 14. Quelles sont les grandes lignes des analyses de Tardieu, de ses préoccupations en tant que chroniqueur de politique étrangère? Bon, il est sur une ligne nationale en fait, je ne dirais pas nationaliste, mais il soutient fortement la politique de Delcassé, de développement de l'influence française au Maroc, même de protectorat au Maroc, et il est vivement attaqué par la gauche de l'époque, par Jean Jaurès, à ce sujet, qui lui reproche sa ligne nationaliste. Et à la veille de la Première Guerre mondiale, il plaide fortement en faveur du prolongement du service militaire à 3 ans. C'était un des grands débats de l'époque et qui a finalement été voté en 1913 avec en grande partie son influence.
Alors le Temps, c'était pas vraiment le Monde d'aujourd'hui, hein. C'était un journal qui était beaucoup plus sur une ligne proche du Figaro de l'époque, c'est-à-dire une ligne qu'on disait à l'époque bourgeoise. Enfin, la gauche disait que c'était la presse bourgeoise, mais c'était un journal assez nationaliste aussi, avec un certain Hébrard qui était son grand patron, une grande figure de la presse de l'époque. Vous dites qu'il s'est toujours défini comme journaliste, Tardieu, et il a repris longtemps après, dans un autre journal tout à fait différent, Gringoire, il a repris une chronique à la fin des années 30. Oui, sa grande passion, c'était l'écriture, bien plus que la politique en réalité. Il a fait une partie de sa carrière en politique, mais il a toujours dit « je suis un écrivain, je suis un journaliste » avant d'être un politique. Et d'ailleurs, il était extrêmement brillant dans ses études parce qu'il avait une plume formidable. Il écrivait très très bien, il a écrit des ouvrages extrêmement brillants, extrêmement percutants. Donc c'était vraiment sa vocation, c'était l'écriture plus que la parlotte, comme il disait, le bavardage politique. Mais ce jeune homme brillant est issu d'un milieu bourgeois. Vous en parlez, vous décrivez un cocon familial. C'est quelqu'un qui a en fait grandi dans d'excellentes conditions, favorables aux études, au développement personnel. Absolument, il le revendiquait d'ailleurs. Je suis un enfant de la bourgeoisie française. Il avait l'un de ses grands-pères qui était l'un des plus grands médecins de l'époque, son grand-père maternel, et son grand-père paternel était archiviste au Quai d'Orsay. C'était quelqu'un d'extrêmement brillant aussi. Son père était un avocat un peu moins brillant que les autres, mais que les autres ascendants, mais quand même, c'est une famille très, très unie, une famille qui avait la passion des livres. C'était une dynastie d'imprimeurs, la famille Tardieu à Paris. Donc il est vraiment élevé dans ce milieu, dans le culte des livres, dans le culte de la littérature, de la culture, de l'histoire. Toute sa vie a commencé comme ça. Il était très proche de ses parents. C'était un enfant gâté en réalité. Il le reconnaissait lui-même très humblement. Voilà. Alors quand la guerre éclate, cet enfant gâté devient un combattant. Ce qui aurait pu lui être évité. Il aurait pu s'éviter, rester dans un service quelconque et lui s'engage au front. Oui, il avait été élu député juste avant la Première Guerre mondiale. Alors député qu'on appelait de gauche à l'époque, mais qui est la droite de maintenant en réalité, tendance libérale nationale. Enfin, c'était la tendance droite modérée de l'époque. En effet, il a été mobilisé comme député, donc on l'a tout de suite affecté dans un service protégé, un service d'état-major, où il était chargé de faire des synthèses sur le déroulement de la guerre. Et ça, il ne l'a pas accepté. Il a dit à Joffre et à Foch, les grands généraux de l'époque, il leur a dit il n'est pas question que alors que toute la génération de mon âge est en train de se faire massacrer dans les tranchées, que moi je reste protégé dans un bureau. Donc il a vraiment fait toutes les démarches nécessaires, il a remué ciel et terre pour être affecté dans un bataillon de combat comme capitaine. Et à partir de 1915, il a combattu dans les tranchées avec plusieurs combats extrêmement durs où il a été grièvement... je ne dirais pas qu'il a été grièvement blessé, parce que c'était plutôt un accident, mais il a vraiment failli mourir dans les tranchées à la suite d'un accident. Et il s'est battu de manière extrêmement courageuse. Il a été récompensé plusieurs fois de la Croix de guerre, etc. Et donc, on peut dire qu'il a fait une guerre très, très courageuse et très engagée sur le front. Alors, je ne sais plus à quelle date, mais il quitte le front pour de toute autre fonction aux États-Unis. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quelles conditions il devient haut-commissaire de France aux États-Unis? Alors c'est le président Poincaré, à l'époque, qu'il connaissait bien, dont il était proche politiquement, qui l'a convoqué à son bureau et qui lui a dit, voilà, les États-Unis viennent de déclarer la guerre à l'Allemagne, nous sommes, comme chacun sait, en avril 1917, et j'ai besoin d'un fonctionnaire brillant, d'un ancien haut fonctionnaire brillant, qui soit aussi un homme politique, pour coordonner l'effort de guerre américain. Est-ce que vous l'acceptez ? Et lui, qui avait déjà passé quelques années aux États-Unis en tant que professeur, il avait été professeur à Harvard,
Il a accepté volontiers ce poste. Et donc, pendant 1 an à peu près, il a été aux États-Unis à la tête d'une équipe très importante. Il y avait plusieurs milliers de fonctionnaires français qui l'ont accompagné à l'époque. C'était un vrai ministère, en fait. Il était équivalent d'un ministre. Et il a joué un rôle très très important dans la coordination de l'effort de guerre américain, négociation avec les autorités américaines et organisation des transferts vers la France, des soldats, mais aussi du matériel, tout ce qui était nécessaire à la conduite de la guerre et qui venait des États-Unis. Donc à ce titre-là, il a joué un rôle décisif dans la victoire. Mm-hmm. Vous dites qu'il était l'un des rares, avec Clémenceau, à connaître les États-Unis. Quel était son jugement sur les États-Unis quand il était professeur à Harvard et après quand il a été haut commissaire? Il avait beaucoup d'admiration pour les États-Unis, pour le dynamisme américain, pour la personnalité du président de la République américain à l'époque, Theodore Roosevelt, pour lequel il avait une immense admiration, qu'il avait reçue d'ailleurs, et qui était son modèle en réalité. Il a toute sa carrière politique, il se référait à Roosevelt, au premier des Roosevelt, comme référence. Et donc les États-Unis étaient pour lui un grand peuple, l'Amérique était un grand peuple. Il avait certains reproches à son égard, notamment il trouvait que les Américains privilégiaient trop le sport par rapport à l'esprit. Dans les universités américaines, il trouvait que les Américains attachaient trop d'importance au physique et au sport, et pas assez aux choses de l'esprit, aux livres notamment. Ça, c'était le petit reproche qu'il faisait à ce pays à l'époque. Mm-hmm. Alors, quand il rentre en France, il participe aux négociations de Versailles sur le traité de paix, aux côtés de Clémenceau. Alors, comment ça se passe et quel est le véritable rôle de Tardieu à ce moment-là? Il a eu un rôle absolument considérable dans le traité de Versailles. C'était le bras droit de Georges Clémenceau, qui négociait le traité au nom de la France, à l'époque, qui était toujours président du Conseil. Et André Tardieu était son bras droit. Il préparait les synthèses, il préparait les éléments de langage pour lui, il préparait les documents. Et surtout, il était en charge personnellement de la négociation des clauses territoriales du traité de Versailles. C'est lui notamment qui a négocié l'avenir très, très controversé de la rive droite du Rhin, de la rive gauche du Rhin également. Et il était au cœur de ces négociations territoriales du traité de Versailles. Alors, évidemment, on lui a fait beaucoup le reproche de tout ce qui a été reproché au traité de Versailles, notamment de ne pas avoir vraiment choisi entre un démantèlement de l'Allemagne et une reconnaissance complète de l'Allemagne comme un nouveau pays. Donc il était vraiment entre les deux, et on lui a beaucoup reproché les échecs du traité de Versailles. Lui a toujours dit que le grand problème du traité de Versailles, c'était le fait que le Sénat américain ne l'ait pas ratifié. Et donc, une clause essentielle du traité de Versailles, c'était que, en contrepartie de l'abandon de la France de certaines revendications sur le Rhin, notamment, sur la rive gauche du Rhin, les Américains et les Britanniques s'engageaient à assurer éternellement une protection à la France et à intervenir en cas de nouvelle agression de l'Allemagne. Et ça, les Américains, au dernier moment, ont renoncé à ratifier le traité de Versailles. Et donc c'était un aspect essentiel du traité de Versailles qui était remis en cause. Et à partir de là, tout le reste a basculé jusqu'à tout ce qu'on sait après, c'est-à-dire le fait que l'Allemagne n'a pas respecté les clauses du traité de Versailles parce qu'elle n'avait pas derrière la perspective d'une intervention américaine. Oui, de toute façon, Tardieu, si je me souviens bien, n'était pas seul dans les acteurs de la politique française. Il y avait des divergences de vues, ou des différences de vues, notamment sur la question de l'unité allemande. Et il y a eu diverses tentatives qui ont été menées, notamment par Clémenceau, pour essayer de favoriser les revendications autonomistes, le fédéralisme allemand, etc. J'ai lu que Tardieu ne croyait pas en fait à la possibilité de mettre en cause l'unité de l'Allemagne. Mais
c'était un débat qui était franco-français également à cette époque-là, pendant les négociations du traité de Versailles. Le point de vue de Clémenceau et de Tardieu, et d'ailleurs la position officielle de la France à l'époque, c'est qu'il fallait neutraliser définitivement la rive gauche du Rhin. Les alliés anglo et américains étaient franchement contre cette perspective. Donc on a abouti à un dispositif intermédiaire que la France occuperait certaines places fortes de la rive gauche du Rhin, quitte à les libérer au fil du temps en fonction de la bonne volonté de l'Allemagne dans la mise en œuvre de ce traité de Versailles et notamment l'acceptation de régler sa dette de guerre. Et puis tout ne s'est pas passé du tout comme on l'imaginait et en effet, les autorités françaises se sont trouvées très vite débordées par la renaissance du nationalisme allemand dans les années 1930. Mais là-dessus, Tardieu avait vivement mis en garde les autorités françaises et il a beaucoup dénoncé le renoncement de la France à partir de 1920 à contrôler et à empêcher le réarmement de l'Allemagne qui commençait dès cette époque-là. L'Allemagne ayant des projets de développement de son aviation de manière clandestine en Russie notamment, ça, Tardieu le savait. Il a plusieurs fois poussé des coups de colère, tapé du poing sur la table en disant on ne peut pas laisser faire ça. Et finalement, le pire de ce qu'il prévoyait est arrivé. Alors, on a parlé d'un homme qui est très intelligent, très cultivé, grand journaliste, combattant courageux, grand organisateur, mais vous dites également que c'est un homme qui aime vivre. Il aime les femmes, il aime les soupers chez Maxime. C'est un homme qui vit énormément, qui aime la vie. Alors je dirais qu'il vit plus que normalement, c'est-à-dire que c'est un véritable dandy en réalité, jusqu'à la guerre en tout cas. C'est quelqu'un qui fréquente le Maxims, comme vous voulez, qui amène tous les soirs des jeunes femmes chez lui, qui adore les actrices et les danseuses, hein, et dont il fait la connaissance chez Maxims. Et il adore le champagne, c'est un passionné de champagne. Il a un style très particulier, il a en permanence de petits bulldogs qui se promènent à côté de lui, à ses pieds, qui l'emmènent au restaurant. Et puis surtout, c'est un dragueur invétéré. Hein, toutes les acteurs, enfin beaucoup des danseuses communes de l'époque et des actrices connues sont passées dans son lit à l'époque. Hein, c'était avant la guerre de 14. Après, il a toujours dit que la guerre de 14-18 avait été sa grande école de moralité, que c'était traduit par son bouleversement moral, parce que c'est là qu'il a connu la souffrance auprès des jeunes Français venus d'un monde défavorisé. Il a toujours dit que c'est dans les tranchées qu'il avait appris à aimer le peuple, hein, qu'il a renoncé à ce côté qu'on dirait un peu dandy, ou dans le langage contemporain qu'on dirait un peu bobo parisien. C'était plus du tout ça après. Il était devenu un homme du peuple, proche du peuple, et il a toujours vraiment aimé le peuple, lui, contrairement à beaucoup d'hommes politiques. Mais pour en rester dans ce domaine de la vie privée, il a connu après la guerre une grande passion amoureuse. Oui. Avec une actrice. Oui, une grande actrice, la grande actrice de l'époque, on dirait le sexe symbole même. C'était Marie Marquette, voilà, ou Marie Marquet, j'ai jamais su comment il fallait prononcer, mais c'était une personnalité très célèbre à l'époque, une grande actrice très connue, la principale d'ailleurs, hein, je pense. Un peu la Brigitte Bardot de l'époque, hein, des années 1920-1930. Et il est tombé fou amoureux, ça a été le grand amour de sa vie, ils ont vécu ensemble pendant quelques années, pendant que André Tardieu était président du Conseil, justement. Mais c'était une liaison très orageuse entre deux fortes personnalités qui s'aimaient beaucoup, mais qui se supportaient très mal. Et elle-même était extrêmement jalouse de son succès, et elle ne comprenait pas, elle se considérait comme responsable comme la grande responsable du succès politique de Tardieu. Elle prétendait que c'est elle qui lui avait donné des bons conseils, qui l'avait poussé au plus haut sommet de l'État, puisqu'il était quand même président du Conseil, c'est-à-dire à la fois Premier ministre et président de la République d'aujourd'hui, en quelque sorte en 1929-1930. Et Marie Marquette ne comprenait pas qu'il ne lui rende pas davantage hommage.
Donc elle s'en est quasiment rendue malade. Ils avaient des grandes passions, des moments de grande passion, puis après ils se brouillaient. Puis finalement, elle a choisi de rompre parce qu'elle ne supportait plus cette situation. Voilà. Elle était jalouse en plus d'autres relations qu'il avait sûrement par ailleurs. Alors pendant cette grande passion amoureuse, il y a l'homme d'État effectivement, qui se révèle d'abord comme ministre des Travaux publics, et puis à plusieurs reprises comme président du Conseil. Et là, vous montrez dans votre livre que Tardieu est plutôt un homme du centre droit, la bourgeoisie patriote. C'est un homme qui a des idées extrêmement novatrices sur le plan de la conduite de la politique économique. Alors, il a, comme ministre des Travaux publics, d'abord c'est un excellent ministre, vous le montrez, et aussi il a cette idée de plan de grands travaux, déjà bien avant qu'on en parle. Avant Roosevelt. Bien avant le New Deal, Tardieu est l'homme qui lance un plan de l'outillage national. L'expression est curieuse, mais c'est un plan de grands travaux. Alors comment parlez-nous de Tardieu, ministre des Travaux publics, et homme justement de la réforme économique éclairée. Avant d'être ministre des Travaux publics, il a été député. Il a été élu député à Belfort, ceux qui ne connaissaient pas, il était un peu parachuté. Et il faisait partie du même groupe politique que Raymond Poincaré, qui était le grand homme de droite de l'époque, de centre-droit. Ce parti s'appelait l'Alliance républicaine, donc il était membre de l'Alliance républicaine. Et très proche de Poincaré, qui avait une grande estime pour lui, notamment pour les qualités que vous évoquiez, de pragmatique et de dynamisme. Et c'est donc Raymond Poincaré qui l'a nommé en 1927, si je me souviens bien, 1927, oui, ministre des Travaux publics, à un moment où la France était en crise. Il y avait une assez grave crise, notamment une grève générale des chemins de fer et dans les mines. Et il s'est montré un excellent ministre, très proche du terrain. Il allait négocier avec les syndicats, avec les salariés eux-mêmes. Il se déplaçait beaucoup, il allait sur le terrain, donc très populaire dans ses troupes du ministère de l'Équipement à l'époque, c'est-à-dire ministère des Travaux publics. Et donc il a très bien réussi dans ce ministère à débloquer beaucoup de dossiers, de grèves, il a remis en marche l'économie française alors qu'elle était menacée par la grève. Et toujours très apprécié par ses hommes. C'était vraiment quelqu'un, si vous voulez, qui n'avait pas l'autorité hautaine. C'était quelqu'un qui était proche des gens, qui était proche des hommes, qui les aimait, comme il a appris à les aimer dans les tranchées. Et c'est ça qui faisait vraiment son succès. Il était apprécié des syndicats, même s'il était plutôt de droite, avec Poincaré. Et ce prestige, ce rayonnement qu'il avait, lui a permis vraiment de faire progresser le ministère des Travaux publics. Ensuite, pour le remercier, Raymond Poincaré lui a accordé une promotion, puisqu'il a été nommé ministre de l'Intérieur, dans la foulée. Alors, ministre de l'Intérieur, c'est 1 an et demi plus tard, en 1928. Et là aussi, il réussit admirablement. Il réussit admirablement en s'appuyant sur les préfets, en s'appuyant sur les hauts fonctionnaires de police, alors notamment une personnalité très controversée, qui était le préfet de police de l'époque, M. Chiappe. Mais bon, Tardieu était assez proche de lui. Et à l'époque, il a fait un travail de restauration de l'ordre public qui était très important vis-à-vis du Parti communiste, notamment, qui était un parti factieux à l'époque. C'était un parti ça n'avait rien à voir avec le Parti communiste d'aujourd'hui. C'était un parti communiste qui relayait les ordres insurrectionnels venus de Moscou. Donc Tardieu a vraiment joué ce rôle de rétablissement de l'ordre public en France. Quand Poincaré est tombé malade en 1929, gravement malade, et qu'il s'est retiré du pouvoir, tout naturellement, il s'est tourné vers André Tardieu et en a fait son successeur comme président du Conseil en France, alors que président du Conseil, c'était beaucoup plus qu'un Premier ministre d'aujourd'hui. C'était à la fois un Premier ministre et un président de la République sur beaucoup d'aspects. Qui gardait parfois un portefeuille... Toujours. Oui, toujours. Donc il était, oui, absolument. Oui. Donc Tardieu était à la fois ministre de l'Intérieur et président du Conseil.
et à partir de fin 1929. Et c'est là que, comme vous le disiez tout à l'heure, il a eu une initiative extrêmement novatrice pour l'époque. Alors Tardieu, il ne supportait plus les débats, philosophico-idéologiques de l'époque sur la laïcité, sur l'anticléricalisme. Donc les radicaux étaient très remontés contre lui, bien sûr. Mais cette guerre intestine qui rongeait la France depuis des années, sur la lutte entre l'Église catholique et les anticléricaux, ça, il voulait balayer, il ne voulait plus entendre parler. Et il voulait recentrer la vie politique française sur le développement économique. Et il était le premier là sur ce plan. Même Poincaré ne raisonnait pas dans ces termes-là. Poincaré, il avait pour objectif l'équilibre financier. Lui, Tardieu, il voulait lancer un grand projet de rattrapage de l'économie française par rapport à l'économie allemande, notamment en lançant de grands travaux d'électrification, de développement des canaux, de développement de l'agriculture, de développement des autoroutes. C'est le premier à avoir lancé les projets d'autoroute en France. Tardieu est à l'origine de l'autoroute de Normandie, il faut le savoir, parce qu'on a la 13 d'aujourd'hui. Voilà, donc c'était vraiment un précurseur à ce niveau-là. Et puis il a été très malheureux quand même, parce que il a eu beaucoup de mal à se défaire des mauvaises habitudes politiques de l'époque, c'est-à-dire ces gouvernements que l'on renversait au bout de quelques mois pour des scandales mineurs, pour des affaires sans intérêt, des conflits de personnes. Et donc, il a lancé son grand projet d'outillage national qui a fonctionné pendant 8 mois à peu près. Il y a eu d'énormes investissements qui ont été faits, qui ont été lancés, des crédits qui ont été dégagés grâce aux économies réalisées par Poincaré, justement. Mais malheureusement, André Tardieu, à la fin de l'année 1930, est tombé sur un scandale qui n'impliquait pas lui du tout, d'ailleurs, qui impliquait son ministre de la Justice pour des affaires qui remontaient à des années avant. Une partie de sa majorité s'est désolidarisée, le centre-gauche notamment, les radicaux, et donc André Tardieu est tombé une première fois à la fin de l'année 1930, et avec lui, son grand plan d'outillage national. Voilà. C'est en partie la raison de son aigreur envers la politique française, d'ailleurs. Alors, vous avez parlé un peu des radicaux. Parlez-nous un peu de la vie politique, justement. Qui sont les grands hommes? Quels sont les partis importants? On a un peu oublié, parce que la Troisième République s'éloigne. Mais il y a de fortes personnalités. Il y a d'autres hommes d'État que Tardieu. Il y a Briand, il y a Herriot, il y a Blum. Bien sûr, bien sûr. Écoutez, vous venez de les indiquer. Alors Herriot, c'est le grand patron des radicaux, donc qui peut très bien osciller d'une majorité à l'autre. Herriot, c'était le maire de Lyon, un personnage qui amusait beaucoup Tardieu parce qu'il était absolument obèse et qu'il pensait qu'à manger. Donc Tardieu était assez proche de lui, d'ailleurs. C'était un ami de Herriot. Ils avaient en commun, d'ailleurs, leur grande admiration pour Marie Marquette. Par contre, qui n'a pas couché avec Herriot, je crois pas. Bon, il y avait Léon Blum, qui était un personnage beaucoup plus terne, mais avec qui André Tardieu entretenait des relations relativement cordiales aussi, sauf quand il s'affrontait à la Chambre des députés, bien sûr. Daladier, alors Daladier, c'était le successeur de Herriot à la tête du Parti radical, donc un personnage qui avait un certain panache, un certain courage, mais qui a été complètement, dont l'image a été complètement détruite par les accords de Munich de 1938, bien sûr. Et Tardieu ne l'aimait pas beaucoup, lui, en revanche. Il était assez hostile à Daladier, c'était un de ses adversaires politiques. Et puis voilà, et puis Poincaré, donc, qui était quasiment le père spirituel avec Clémenceau d'André Tardieu. André Tardieu était vraiment le successeur de Poincaré. Alors Tardieu était assez proche aussi à l'époque, il faut bien le dire, parce qu'il n'y a pas de sujet tabou, de Pierre Laval, qui partageait son ambition de développement économique de la France. Mais cela dit, Pierre Laval a agacé aussi beaucoup Tardieu, parce qu'il le trouvait trop Troisième République, capable de passer d'une majorité à l'autre, capable de renverser un gouvernement pour des broutilles souvent. Donc Tardieu avait une certaine connivence avec Laval quand il s'agit de faire passer des projets de loi. Et notamment, la réforme que Tardieu a toujours considérée comme sa plus grande réforme, la plus importante, c'était la création de la sécurité sociale.
C'est une loi de 1930 aussi, la loi des assurances sociales, on appelait ça les assurances sociales, et Tardieu en est complètement à l'origine, reprenant un projet ancien de Poincaré, par contre, qui n'avait pas abouti sous Poincaré. Mais c'est Tardieu qui l'a fait aboutir, avec Laval, avec Pierre Laval. Alors, les choses se dégradent en fait en France en général à partir des élections de 1932. On a oublié ces élections, parce qu'on se souvient de 1936, du Front populaire, mais avant, il y a d'autres périodes électorales, et notamment 1932, avec le retour d'une sorte de cartel des gauches. C'est le moment où la vie politique, en général, se dégrade. Nous avons parlé pendant l'hiver avec Olivier Dard du 6 février 1934, du livre qu'Olivier Dard a publié sur le sujet, donc une crise financière et politique tout à fait majeure, dans un climat qui est très dégradé, avec en 1933 l'arrivée d'Hitler au pouvoir et le début des très grandes tensions internationales. Comment Tardieu s'oriente-t-il dans cette période extrêmement troublée? Alors Tardieu était de nouveau président du Conseil au début de l'année 1932, donc à nouveau Premier ministre. Cette fois, il cumulait le poste de Premier ministre avec celui de ministre des Affaires étrangères. Et Tardieu préconisait déjà une ligne de fermeté vis-à-vis de l'Allemagne. Il sentait très bien monter les tensions nationalistes en Allemagne. Le parti nazi avait une centaine de députés qui avaient été élus en 1930, et Tardieu, un des premiers à dénoncer le danger hitlérien en France, dans quelques articles que je cite beaucoup dans le livre d'ailleurs. Il était vraiment un des premiers, il avait lu Mein Kampf et il connaissait très bien, il était tout à fait conscient du danger hitlérien, il était bien le seul d'ailleurs, ou l'un des seuls dans la classe politique française. Et en 1930, il prépare les élections législatives qui doivent avoir lieu en mai 1932. Et là, il se passe quelque chose d'assez épouvantable quand même. Comme vous disiez, on parle peu des élections de 1932, mais elles ont eu un impact absolument gigantesque. C'est que le parti socialiste, la SFIO, et le parti radical, c'est la réalité historique, on n'invente rien, préconisent un plan de désarmement à l'époque. Ils sont pour une politique de désarmement. Ils considèrent qu'on apaisera l'Allemagne en pratiquant une politique de désarmement massif qui va permettre de développer des politiques sociales. C'est ce que Léon Blum appelle le désarmement pour récupérer des dividendes de la paix. Il pense qu'avec les dividendes du désarmement, les dividendes de la paix, il va pouvoir lancer une nouvelle politique sociale. Tardieu est très hostile à cette politique, parce qu'il est ministre des Affaires étrangères, il est bien au courant des dossiers. Et il est extrêmement inquiet de ce qui va se passer. Et pourtant, il mène une campagne très active contre cette politique de désarmement préconisée par Léon Blum et Herriot, et il perd les élections législatives, alors dans un contexte effroyable, puisque c'était juste après l'assassinat, entre les deux tours, l'assassinat du président de la République, Paul Doumer. Donc Tardieu se trouve dans une position extrêmement délicate. Il remplace le président Doumer, il est président du Conseil, et en même temps candidat au renouvellement de son poste de président du Conseil d'ailleurs, et il perd les législatives. En grande partie à cause des radicaux qui ont de nouveau basculé à gauche. Et alors là, pour lui, c'est un coup d'une violence inouïe, parce que c'est le peuple qui lui donne tort, c'est le peuple qui donne raison à Léon Blum et sa politique de désarmement. Donc il en conçoit un énorme découragement à l'époque, et il entre dans l'opposition, il devient chef de l'opposition, mais l'ancienne alliance démocratique explose en 1000 morceaux à l'époque, un peu comme la droite aujourd'hui d'ailleurs, avec une partie qui rejoint la majorité, le centre-gauche, une partie qui part à l'extrême droite. Enfin bon, son alliance démocratique est balayée. Lui, il crée son propre parti qu'il appelle le Centre républicain, on ne sait pas trop pourquoi, mais enfin bon, ça s'appelle comme ça, avec quelques-uns de ses fidèles. Mais en tout cas, il a perdu les élections et il ne parvient pas vraiment à convaincre le nouveau parti au pouvoir. C'est Herriot qui devient président du Conseil. Il ne parvient pas à le convaincre de renoncer à sa politique de désarmement unilatéral. Et là, c'est vraiment une situation très grave,
Parce qu'un an plus tard, on a l'accession, comme vous le disiez, Hitler qui arrive au pouvoir le 29 juin 1933 à la chancellerie allemande, et la France est en pleine politique de désarmement. Voilà. Alors, dans cette période de ce qui va être l'avant-guerre, Tardieu est un homme qui réfléchit sur la Troisième République et qui propose une réforme de l'État. Et les livres qu'il publie, les articles qu'il publie sont d'autant plus intéressants que vous dites qu'il a fortement influencé le général de Gaulle. Oui, beaucoup. Alors, quels sont les thèmes de Tardieu? Quelle est sa critique des institutions? Quels sont ses projets de réforme? Et en quoi il influe sur le général de Gaulle? Alors, il y a deux temps en réalité. Après son échec de 1932, il publie deux livres, dont l'un s'appelle « L'heure de la décision » et porte sur la réforme des institutions. C'est vraiment son expérience de président du Conseil qui va lui inspirer des projets de réforme très profonds de la Troisième République, notamment pour permettre le référendum, c'est un premier point, pour permettre le vote des femmes, parce qu'il ne faut pas oublier que les femmes n'avaient pas le droit de voter à l'époque, sous l'influence de la gauche française, notamment de la gauche radicale, qui craint l'influence des curés sur les femmes. Donc ça, c'est Tardieu qui est totalement hostile à cette interdiction du droit de vote aux femmes et qui est un des premiers à préconiser l'élargissement du droit de vote aux femmes. Le référendum, parce qu'il considère que quand on aura un référendum, des grandes décisions pourraient être prises, elles auront l'autorité de la décision prise par le peuple, donc on ne pourra pas les balayer comme ça a été fait pour son projet d'outillage national, donc il compte s'appuyer sur le peuple pour réformer la France. Et puis également, il préconise un droit de dissolution de l'Assemblée nationale qui serait beaucoup plus opérationnel que ce qui existait sous la Troisième République, où il était quasiment impossible, je ne vais pas revenir pourquoi, mais enfin il fallait l'accord du Sénat, c'était très difficile de dissoudre l'Assemblée pour le président de la République, la Chambre des députés. Donc Tardieu propose ces réformes-là, il propose également d'interdire les amendements qui vont se traduire par des dépenses supplémentaires pour l'État. Ce sont quelques réformes, vous voyez, qui ont été reprises intégralement dans la Ve République du général de Gaulle, quelques 30 ans après, d'accord? Donc, le général de Gaulle a lui-même dit qu'il s'était fortement inspiré de ces projets d'André Tardieu. Ça, c'est le premier temps, hein. Ensuite, il y a eu une deuxième tentative. André Tardieu est revenu au pouvoir dans le cadre d'un gouvernement d'union nationale, où il était associé à Herriot, le président du Conseil étant à l'époque Gaston Doumergue, pour promouvoir une réforme de l'État après la grande crise du 6 février 1934. Donc il est revenu comme vice-président du Conseil avec Herriot et sous l'autorité de Gaston Doumergue. Et puis ça a été un échec total, là aussi. Il n'a pas réussi à faire prévaloir ces réformes de l'État qu'il préconisait, pour différentes raisons, mais notamment parce que la gauche, notamment Léon Blum, s'opposait à ces réformes. Il voyait une forme de césarisme, de risque de césarisme, notamment à travers le référendum. Et donc la gauche a fait échouer ces réformes. Et à partir de novembre 1934, là, André Tardieu est vraiment rentré en révolte, si vous voulez, contre le système. Il a renoncé à l'idée de réformer la Troisième République. Et il est parti en exil à l'époque. Il a renoncé vraiment à la vie politique française. Il a renoncé à son mandat de député. Il s'est installé à Menton, sur les hauteurs de la Méditerranée. Et c'est là qu'il a entamé une nouvelle œuvre où il a écrit des choses complètement différentes. Là, à partir de là, il ne préconisait plus une réforme de la Troisième République, mais quasiment un changement complet de République de A à Z. Mais ce qui est très important, c'est que dans ses écrits de Menton, qui ont duré jusqu'à la fin de sa vie, en gros, il est resté à Menton jusqu'à la fin de sa vie pour écrire en faveur d'une réforme totale de la politique française, mais il n'a jamais plaidé en faveur de quelque chose qui ressemblait à une dictature. Il a toujours dit quelque chose comme un hitlérisme français, un soviétisme français ou même un fascisme français ne conviendrait absolument pas à la France
Ce qu'il faut, c'est d'abord s'appuyer sur son peuple. Il n'y a que le peuple. Le secours de la France ne peut venir que de son peuple, pas d'un dictateur. C'est ce qu'il n'a jamais cessé de répéter jusqu'à la fin de sa vie. Alors on dit des campagnes contre lui, disant que c'était un ami des ligues, et qu'en plus il écrivait dans un journal très réactionnaire qui s'appelait Gringoire. Tout le monde a oublié Gringoire, mais effectivement, c'était un journal très, très marqué. Alors, mais racontez-nous un peu justement les combats, parce que tout ça est orienté par la question de la guerre qui vient. En tout cas pour Tardieu. Alors, il faut savoir que Gringoire n'a pas toujours été un journal réactionnaire. Hein, quand il a été créé en 1935, jusqu'au Front populaire, en gros, c'était pas du tout un journal réactionnaire. D'ailleurs, Jean Moulin, il faisait des dessins. On retrouvait toutes les grandes plumes de l'époque, François Mauriac, par exemple. Tous les écrivains de l'époque qui écrivaient, c'était une revue littéraire qui publiait des feuilletons littéraires très populaires à l'époque. Hein. Hélas, à l'époque, les Français lisaient beaucoup plus qu'aujourd'hui, en tout cas ils lisaient beaucoup plus de littérature. Et Gringoire a vraiment basculé à partir de 1936 du Front populaire avec l'influence de certains auteurs antisémites, notamment, dont un certain Henri Béraud. Et André Tardieu a été sollicité en 1935-1936 pour écrire dans cette revue qui était extrêmement populaire, qui était lue par plusieurs millions de Français toutes les semaines. Et le directeur de Gringoire, qui connaissait très bien Tardieu, lui a proposé un véritable pont d'or. Hein. À l'époque, j'avais calculé que c'était le salaire de 80 ouvriers pour écrire un éditorial tous les mois, quelque chose comme ça. Enfin bon, Tardieu ne pouvait pas renoncer, il en avait besoin pour payer sa maison de Menton. Il a accepté cette collaboration. Mais il faut savoir qu'on lui a reproché d'avoir écrit pour Gringoire. Mais Gringoire était, comme je vous le disais, un journal très populaire, avec toutes les grandes plumes littéraires qui écrivaient. Ce n'était pas l'équivalent de Je suis partout, hein, ce n'était pas du tout pareil. Vous avez des auteurs juifs qui ont été déportés par la suite, qui ont écrit dans Gringoire jusqu'à la fin quasiment. Hein. Donc c'était pas un journal antisémite à ce sens-là, mais il y avait un auteur extrêmement antisémite qui était Henri Béraud. Et à l'époque, André Tardieu se considérait comme l'adversaire chez Gringoire de cet auteur. Et quand on regarde tout ce qu'a écrit André Tardieu dans Gringoire, ce sont de violents pamphlets contre l'hitlérisme, contre l'antisémitisme, contre le fascisme, c'est dans Gringoire qu'il a fustigé jour après jour tous les coups de force d'Hitler. J'ai même retrouvé une lettre ouverte à Adolf Hitler qu'il a publiée dans Gringoire, qui est d'une force inouïe. On est en 1900, on était juste à quelques mois de début de la guerre, et il insulte quasiment Hitler en le traitant de menteur, de tyran, que personne n'osait faire à l'époque. Ça, il le fait dans Gringoire. Donc, vous voyez, les choses sont plus compliquées qu'on peut le dire. Il a toujours été hostile à certaines campagnes du Gringoire, notamment la campagne de dénigrement du ministre de l'Intérieur du Front populaire, Salingro, oui. Roger Salingro. Hein, il a toujours trouvé ça horrible. J'ai retrouvé dans son courrier des lettres très virulentes contre le directeur de Gringoire, en lui disant « Vous ne pouvez pas continuer à publier des choses pareilles, des choses aussi scandaleuses ». Mais bon, il a plusieurs fois menacé de démissionner. Il ne l'a pas fait parce qu'il n'a pas osé rompre un contrat avec tout le risque que ça représentait sur le plan judiciaire. Et par ailleurs, il s'est très fortement disputé avec le directeur de Gringoire sur les accords de Munich, parce que Gringoire a complètement soutenu les accords de Munich. Et Tardieu était violemment hostile aux accords de Munich, et il l'a écrit d'ailleurs, mais le directeur de Gringoire n'a pas accepté de publier son pamphlet anti-munichois, et c'est là qu'ils ont vraiment été au bord de la rupture. Alors, il y a eu des rencontres entre Tardieu et De Gaulle, le colonel De Gaulle. Oui, il y a eu quelques rencontres entre les deux, ils se sont vus 3 ou 4 fois,
mais ils n'étaient pas complètement d'accord sur tout. Ils avaient beaucoup de points communs, notamment sur la réforme de la Troisième République indispensable. Alors on retrouve des échanges de lettres dans les archives nationales entre tous les deux. Alors ils avaient un désaccord de fond qui portait sur les questions militaires, parce que le général de Gaulle était pour l'armée de métier, il a toujours été pour, il a écrit un ouvrage qui s'appelait L'armée de métier, alors qu'André Tardieu était plus attaché à l'armée populaire et à la conscription, et donc au service militaire, à la nation en armes, dans la tradition révolutionnaire française, en quelque sorte. Alors que De Gaulle se projetait davantage dans l'armée du futur, dans l'armée de métier, fondée sur l'utilisation des technologies et du char d'assaut notamment. C'est un autre point de friction aussi, parce que Tardieu portait plus d'importance au développement de l'aviation, alors que De Gaulle, lui, c'était plutôt les chars qui devaient prévaloir dans la guerre du futur. Alors, le destin de Tardieu est brutalement interrompu par la maladie. Alors ça, c'est aussi une tragédie, parce que à partir de l'été 1939, il y a beaucoup de Français qui aimaient Tardieu, qui le respectaient, qui lui faisaient confiance, et qui lui demandaient de revenir pour sauver la France. On est à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, on voit bien que la classe politique française est complètement à côté de la plaque. Daladier qui a signé les accords de Munich, les présidents du Conseil issus du Front populaire qui se succèdent, mais qui n'arrivent pas à imprimer une véritable politique française. Reynaud qui a quand même montré ses limites aussi. Reynaud qui est un enfant. Reynaud, oui, c'est un petit. Qui a été créé par. Alors il a été créé par Tardieu, mais il n'a jamais montré la force de caractère dont on avait besoin à l'époque. Et à partir de juillet 1939, André Tardieu reçoit une avalanche de courriers de Français, d'électeurs qui lui disent il faut que vous reveniez, vous ne pouvez pas laisser la France dans cet état, on est à quelques mois d'une guerre mondiale vraisemblablement, il n'y a que vous qui pouvez sauver le pays. Puis il hésite, il dit peut-être que je ferai comme Clémenceau, que je reviendrai si vraiment la France a besoin de moi. Et à ce moment-là, il est frappé par un AVC pendant l'été 1939, mi-juillet 1939. Il venait d'écrire ses derniers articles et il tombe donc d'un AVC, paralysé des 4 membres et muet. Donc il sort de l'histoire à ce moment-là, voilà, à la veille de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a une autre rencontre manquée, c'est avec Mandel. Vous en parlez dans votre livre. Oui, alors avec Mandel, en fait, c'était pas vraiment une rencontre manquée, parce que c'était 2 amis très proches. C'était 2 proches de Clémenceau au début, les deux plus fidèles compagnons de Clémenceau. Mandel a participé aussi à la négociation du traité de Versailles. Et puis ils se sont brouillés, en effet, ils étaient très proches, mais ils se sont brouillés à partir du milieu des années 1930, parce que Mandel restait fidèle à la Troisième République. Alors il est partagé avec avec André Tardieu, sa volonté d'en découdre avec l'Allemagne hitlérienne, son rejet complet des concessions faites à Hitler, notamment des accords de Munich. Ça, il partageait avec Tardieu. Et par contre, il était en désaccord profond sur la Troisième République. Lui, Mandel considérait qu'il fallait réformer la Troisième République, mais qu'on ne pouvait pas la balayer d'un revers de main, d'ailleurs comme Poincaré également. Alors que Tardieu, lui, vraiment se distinguait à la fois de Mandel et de Poincaré, en considérant que la Troisième République, c'était fini, et il fallait la balayer, et il fallait passer à autre chose. Et c'est en ça que De Gaulle était d'ailleurs fortement inspiré par André Tardieu là-dessus. Merci beaucoup. On va Merci passer à vous. aux questions. Je vous en prie. Alain, oui. Vous avez parlé tout à l'heure en ce qui concerne la Première Guerre mondiale, des problèmes sur la rive, sur le Rhin en fait, et le fait que la France a été quand même très traitée par les anglo-saxons, jusqu'à ne pas pouvoir récupérer des Saint-Louis ou Landau, qui je crois avait été réclamé par la France, en même temps que l'Alsace et la Moselle.
n'a pas pu les récupérer, ni d'ailleurs en 1945. Mais qu'est-ce qu'il pensait de... Il y a le problème de l'Allemagne, mais il y a le problème de toute l'Europe centrale, du démembrement de l'Autriche-Hongrie, avec toutes les conséquences qu'on a vues derrière. Enfin, qu'est-ce qu'il pensait de ça? Et est-ce qu'il a une opinion, une influence? Écoutez, c'était à l'époque, comme je vous disais, c'était le bras droit de Clémenceau dans la négociation de ce traité. Moi, j'ai pas trouvé trace dans ses écrits, que ce soit son courrier personnel ou ses écrits dans la presse, d'une critique du démembrement de l'Autriche-Hongrie. C'était quand même un des axes forts de la pensée des républicains français de l'époque, hein, aussi bien de Poincaré, de Clémenceau. J'ai pas l'impression qu'il y avait beaucoup de résistance, d'opposition vis-à-vis de ce démembrement de l'Autriche-Hongrie, qui était considéré comme le grand responsable du déclenchement de la Première Guerre mondiale avec l'attentat de Sarajevo, etc. Donc honnêtement, je ne peux pas vous dire ce qu'il en pensait. Je pense qu'il pensait comme tout le monde à l'époque, c'est-à-dire qu'il fallait démembrer l'Autriche-Hongrie. Je ne crois pas qu'il ait eu là-dessus la prescience de voir l'effet que ça risquait de produire par la suite. Et d'ailleurs, André Tardieu... Comment ? C'est quand même curieux, parce que créer un vide, c'est ce qui s'est passé, en laissant l'Allemagne unie, ce qui s'est passé après... Alors, à l'époque, c'était pas vécu comme ça. C'est prévisible. Non, parce que c'était pas vécu comme ça. À l'époque, on créait d'autres États, la Tchécoslovaquie, on créait la Yougoslavie, la Tchécoslovaquie, tous ces pays et dans l'idée des négociateurs français, ces pays seraient dans la mouvance française, notamment la Tchécoslovaquie, avec qui la France était liée par un traité qui est à l'origine de la Deuxième Guerre mondiale d'ailleurs, en partie, des accords de Munich et de la Deuxième Guerre mondiale. Mais j'ai bien le sentiment qu'à l'époque, l'idée c'était que les territoires qui étaient retirés à l'Autriche-Hongrie seraient placés dans une mouvance, dans la mouvance française, et permettraient de contourner l'Allemagne par l'Est. C'était ça qu'ils avaient en tête. Alors maintenant, évidemment, on sait que ce n'est pas du tout passé comme ça, mais à l'époque, c'était ainsi que c'était compris et vécu. Non, mais de toute façon, j'ai relu Georges-Henri Soutou, son livre dont le titre m'échappe d'ailleurs à l'instant, mais que je vais retrouver. La paix, non, c'est pas ça. Son livre sur la partie de son livre sur le traité de Versailles, je vais retrouver très, très rapidement. Il y a un fait, c'est que l'Autriche-Hongrie, de toute façon, elle était effondrée. Quand le traité de Versailles, les négociations ont commencé, il n'y avait plus. Tout ça s'était effondré. Donc le problème, effectivement, c'était de retrouver un équilibre européen. Ça s'était effondré parce qu'on avait refusé une paix séparée auparavant. Oui, bien sûr. Ils n'ont pas démembré eux-mêmes, ils ont tenu compte d'un état de fait avec effectivement l'idée d'équilibrer. Il y avait aussi le fait qu'on ne pouvait plus compter sur l'alliance russe, vu ce qui était en train de se passer en Russie. Et le fait que la Russie était idéologiquement et militairement à l'offensive, comme on l'a vu en Pologne en 1920. Donc c'était effectivement un grand remaniement. Et le projet français n'était pas absurde, en fait, de retrouver des équilibres qui n'étaient pas d'ailleurs dictés par le principe des nationalités, c'était des grands ensembles, où les nationalités, il y avait le droit des minorités était garanti, et puis, mais c'était une conception française de la nation, hein. C'était pas la conception ethnique de la nation qui existait également en Europe et qui existe toujours d'ailleurs, comme on l'a vu dans l'ex-Yougoslavie. Mais cette idée d'équilibrer avec la Pologne, la Tchécoslovaquie, une Yougoslavie unie, parce qu'effectivement ça correspondait à la volonté des Slaves du Sud, c'était pas absurde. Dans la mesure où on maintenait l'Allemagne militairement au plus bas. Mais Clémenceau était, d'après ce que dit Georges-Henri Soutou, d'après les archives diplomatiques, etc., Clémenceau était très conscient, il n'y avait pas tellement d'idéologie dans tout ça. Il voulait vraiment garantir la sécurité de la France
par un nouvel équilibre européen qui était conçu classiquement de façon westphalienne, hein, et on faisait avec ce qu'on avait. C'est-à-dire on n'avait plus la Russie, on n'avait plus la double monarchie, on essayait de se débrouiller autrement. Le problème, c'est qu'il n'y avait plus les garanties américaines, les Anglais, etc. Voilà. Chacun a mené son jeu aussi. Les Anglais et les Américains, avec leurs objectifs de reconstruction de l'Europe, qui n'étaient pas nécessairement les nôtres. On ne pouvait pas. Il était difficile d'imposer partout nos vues, mais Clemenceau a beaucoup négocié, en fait, y compris avec les Allemands d'ailleurs, sur la question de la Silésie. Enfin voilà, donc c'est toute une. Mais Tardieu, on voit dans votre livre que Tardieu a vraiment une vue des intérêts français. Toujours. Que c'est vraiment prioritaire chez lui. Non, parce que ça contraste un petit peu avec ce qui se passe aujourd'hui. Bien sûr. C'est que les intérêts du pays sont prioritaires. Il y a des divergences de vues entre les uns et les autres. D'ailleurs, y compris dans l'État. Le Quai d'Orsay n'a pas le même point de vue que l'Élysée sur certains points de la négociation de Versailles. Mais tout le monde essaye de trouver des solutions qui sont conformes à la défense de nos intérêts. Voilà. Et après, comme vous dites, comme toujours d'ailleurs, ça ne se passe pas comme on avait prévu. Il y a que les Américains lâchent tout et que on se retrouve avec une situation complexe et des gens qui croient un peu bêtement que la paix se fera par le désarmement et qu'il faut surtout apaiser M. Hitler. Donc, ça a été complètement raté, mais Tardieu l'a vu avant les autres, très, très lucidement. Parce que justement, il avait un coup d'œil diplomatique depuis le travail qu'il faisait au temps et depuis les débuts de sa carrière dans la diplomatie. Il avait un vrai coup d'œil en politique étrangère et de vraies sources d'information. D'ailleurs, vous dites qu'il avait un réseau d'informateurs très remarquable, d'ambassadeurs, etc., qui faisait qu'il savait exactement de quoi il parlait. Oui. Ce qui n'est plus toujours le cas aujourd'hui. Sur la deuxième, juste avant la Deuxième Guerre mondiale, je crois me souvenir que vous évoquiez dans votre livre, il y avait des négociations de paix. Il est arrivé avec un plan qui a surpris tout le monde. Oui, c'est le plan Tardieu en 1932, en effet. C'est à ça, je pense. Oui, c'était le plan Tardieu. Et donc on est en pleine période de montée du nazisme. En 1932, Hitler avait été candidat à l'élection présidentielle, perdant, mais quand même, il avait réussi à se qualifier pour le deuxième tour. Les Allemands avaient un système comme le nôtre aujourd'hui d'élection présidentielle, à 2 tours. Et Tardieu a donc proposé à Genève, aux négociations de Genève, il y avait des négociations de Genève pour le désarmement, il a proposé un plan de limitation des armes sous l'égide de la Société des Nations, de la SDN, mais qui était très ambitieux, mais qui avait pour objectif justement qui visait notamment la politique intérieure allemande pour lancer un peu un appel au peuple allemand en lui disant pour éviter le pire, c'est-à-dire la victoire électorale des hitlériens. Donc il a lancé ce programme de désarmement, mais qui par contre qui n'avait rien à voir avec celui de Blum, parce que c'était un programme de désarmement général en fait que Tardieu proposait. L'idée, c'était surtout de limiter l'armement d'Allemagne, en fait. Voilà, exactement. C'était pour limiter l'armement d'Allemagne, exactement. Mais c'est quelque chose qui n'a pas été accepté par l'Allemagne, bien entendu. Quelles étaient ses relations avec les chefs des ligues? Est-ce qu'il a connu le comte de Paris? Est-ce que vous avez trouvé des choses dans les archives? Le jeune comte de Paris? Le comte de Paris, non, j'avoue que j'ai rien trouvé, mais je crois pas, enfin, je n'en ai pas souvenir. Alors avec Delarocque, oui. Avec Delarocque, Delarocque était un de ses alliés pendant sa première présidence du Conseil.
Et Tardieu lui a versé, des subventions au titre des fonds secrets du président du Conseil. Alors c'est quelque chose qu'on a beaucoup reproché à André Tardieu. Mais de ce qu'on comprend, le colonel de La Rocque, c'était pas un homme d'extrême droite du tout, comme on le dit aujourd'hui, comme certains le disent en tout cas. C'était pas... Et il faisait partie de la droite de l'époque, en réalité, et Tardieu l'a beaucoup aidé à développer son parti, à travers les fonds secrets notamment. Et en revanche, il s'est gravement brouillé avec lui à partir de 1934, à partir du 6 février 1934. Il lui a reproché la participation des Croix de Feu, et il lui a reproché surtout de ne pas vouloir reconnaître qu'il lui avait donné de l'argent. Alors là, il y a eu une brouille terrible, un procès qui a eu lieu en 1937, dans lequel les deux hommes se sont violemment affrontés. Mais ça partait d'une amitié et d'une complicité entre les deux, ça c'est clair. Alors avec les autres ligues, bon, c'est beaucoup dire. Je sais que André Tardieu avait des relations compliquées avec Charles Maurras. Et j'ai retrouvé des lettres entre les deux où ils sont assez en désaccord, parce que Charles Maurras considère que Tardieu est un politicien, en fait, donc il n'a pas une grande estime pour lui. En revanche, il était très proche de Jacques Bainville. Et ils écrivaient ensemble des articles. Ils ont tous les deux contribué au même journal qui s'appelait le journal Liberté. Et bon, voilà, pour ça ces liens avec les ligues, ce qu'on peut dire. Mais Tardieu lui-même a toujours dit qu'il n'appartenait à aucune ligue, qu'il n'avait appartenu à aucune ligue. Et à la fin de sa vie, plutôt à partir de 1935, il explique que pour lui, ni les ligues, ni les partis politiques ne sont vraiment utiles pour sauver le pays, et qu'il faut vraiment s'adresser au peuple directement. Il n'y a que le peuple qui peut quelque chose pour le pays. D'où son idée du référendum, d'ailleurs. Donc, c'est vraiment le référendum, c'est un point fort des projets d'André Tardieu, qui a été largement repris par De Gaulle dans la Constitution de 1958. Oui, alors Pierre-Henri, et ensuite Stéphane, et puis toi, je t'en prie. Alors, vous avez évoqué le projet Tardieu de sécurité sociale tout à l'heure. Quelle était sa vision de la place de l'État dans l'économie et dans le social, pour un homme de droite de l'époque? Écoutez, d'après ce qu'on peut savoir de son action, il était plutôt interventionniste, puisque son projet d'outillage national, c'était clairement l'État qui devait s'engager pour le développement du pays. C'est encore des idées qui ont été reprises par De Gaulle et Pompidou. Donc il était interventionniste, mais en même temps, c'était pas du tout quelqu'un qui était favorable au déficit public, ni à l'inflation. C'était quelqu'un qui était plutôt en faveur d'une politique de respect des équilibres financiers. Il n'a jamais dit qu'il fallait entrer dans une logique de déficit public massif. Donc il était sur une politique de droite modérée de l'époque, c'est-à-dire l'État très actif dans le développement économique, mais dans le respect des équilibres financiers. Il n'était pas spécialement keynésien, par exemple. Ouais, c'est ça, c'est pas un keynésien qui voulait endetter pour investir. Non, pas du tout. Pas du tout. Non. Mais ça, on retrouve vraiment ces idées dans la politique qui a été menée par De Gaulle et par Georges Pompidou par la suite aussi. C'est une vision colbertiste, en fait. Le développement économique ne peut se faire que par la France. C'est à l'État de développer les infrastructures routières, l'électrification, de moderniser l'agriculture, mais tout ça dans le respect des équilibres, c'est clair, pour ne pas favoriser l'inflation et les déficits commerciaux. Oui, Stéphane. Voilà. Nous, par rapport au Tardieu de 1919, nous connaissons la suite de l'histoire, nous sommes avantagés, mais n'a-t-il pas vu les failles possibles du traité de Versailles, et du moins tout ce qui pourrait être le ferment d'une guerre future? Et a-t-il eu un rôle particulier sur les autres traités, parce qu'il y a déjà eu Versailles, notamment celui de Saint-Germain-en-Laye avec l'Autriche, et celui de Trianon avec la Hongrie, dont on sait qu'il y a eu là aussi des choses qui n'ont pas été très
bien en faveur des droits des peuples s'autodéterminer, notamment, je pense, au Tyrol du Sud, pour l'Autriche, qui était attribué à l'Italie, et sans parler des Hongrois de Transylvanie pour la Hongrie. Alors lui, il était vraiment à plein temps sur le traité de Versailles. Il n'était pas chargé des autres. Alors peut-être qu'il a été consulté, peut-être qu'il a été associé indirectement, mais il n'y a pas de traces dans les archives ni dans la presse de l'époque sur les deux autres grands traités. Alors concernant la première question, lui, son raisonnement, c'était de dire le traité de Versailles, c'était le moins mauvais compromis possible. On ne pouvait pas faire mieux en l'état actuel, en l'état de l'époque, des rapports de force avec les Alliés notamment. Donc c'était le moins mauvais compromis possible. La catastrophe, elle est venue du retrait des Américains, et puis surtout, beaucoup plus grave, elle est venue du fait qu'on ne l'a pas fait respecter, le traité de Versailles. Mais lui, dans tout ce qui s'est passé ensuite, l'ascension d'Hitler, les coups de force de l'Allemagne nazie, la Deuxième Guerre mondiale, tout ça, il considère que ce n'est pas le traité de Versailles qui est responsable, c'est le fait que la classe politique française n'a jamais eu le courage de le faire respecter à partir des années 1930. Donc c'est vraiment son raisonnement, ça. C'est pas, le mal n'est pas dans le traité de Versailles, il est dans sa non-application ensuite. Et il considère que le péché originel de la France des années 1920 et 1930, c'est le fait que Clémenceau n'ait pas été élu président de la République en 1920. Alors ça, pour lui, ça a été un coup effroyable. C'est-à-dire que c'est lui qui a encouragé Georges Clémenceau à se présenter à la présidence de la République en janvier 1920. Vous savez, le président de la République était élu par les deux chambres réunies à l'époque, au congrès de Versailles. Et à la suite de manœuvres de couloir d'Aristide Briand, notamment, Clémenceau n'a pas été élu président de la République, et c'est Deschanel qui l'a été à sa place. Alors là, Tardieu a considéré que ça, c'était quasiment criminel de la part de la classe politique, de l'affront fait au vieux chef, et il considère que c'est à partir de ce moment-là que la France a renoncé à faire respecter les équilibres issus de la Première Guerre mondiale en Europe. Donc voilà, pour lui, c'est vraiment le péché originel, c'est de là que tout est parti. Il y a le retrait américain et la non-élection de Clémenceau. Puis ensuite, bien sûr, tous les renoncements qui se sont enchaînés dans les années 20 et 30. Vous dites d'ailleurs que Tardieu était partisan d'une guerre préventive contre l'Allemagne. Oui, Tardieu a fait des déclarations en 1934, voilà, en disant « Si j'avais été au pouvoir à l'époque, il n'y a pas de doute, on aurait fait une guerre préventive, on serait intervenu. » Et on aurait balayé, en quelques heures, on aurait balayé l'hitlérisme. Alors, cela dit, bon, Tardieu, il a ses qualités et ses défauts. Il pouvait avoir quelquefois un côté un peu fanfaron. Donc, est-ce qu'il l'aurait fait vraiment? Ça, personne ne peut le dire. Hein. C'est impossible de le savoir. Alain. J'ai eu l'impression, en vous disant que sur le plan personnel, c'est un homme qui... je parle de ses collaborateurs dans les différents postes où il est passé, le ministère ou même à l'armée. On a l'impression que c'est un homme auquel ses collaborateurs ont été attachés. Alors que, vous dites, je crois, me souvenir qu'il n'était pas toujours très tendre, mais il était exigeant. Mais on a vraiment ce sentiment de quelqu'un un chef vraiment respecté. Oui. André Tardieu était adoré de ces hommes, ça c'est clair. Il avait, comme beaucoup d'hommes politiques, un côté un peu caractériel, hein, semble-t-il. Quelquefois, quand il n'avait pas ce qu'il avait demandé, il se mettait en colère, qui pouvait être assez violente, d'après ce que j'ai compris. Mais il s'excusait très vite, et puis il pouvait être extrêmement gentil. À côté de ça, il était très simple, très humble, il allait déjeuner au restaurant avec ses collaborateurs, les uns après les autres. Il leur parlait très simplement, il partageait avec eux son goût de la bonne chair. C'était un homme simple, un homme gentil, en dehors de ces quelques colères qu'il pouvait avoir. C'était un très grand professionnel. Il n'avait aucun mépris pour les fonctionnaires, ça c'est relativement rare chez les hommes politiques. Hein.
Il considérait qu'il a des écrits tout à fait invraisemblables sur les fonctionnaires. On n'imagine pas du tout un homme politique aussi aujourd'hui disant que les hauts fonctionnaires sont des collaborateurs dévoués à l'intérêt public pour lesquels... Si, peut-être Philippe Séguin aurait dit ça. Mais les autres depuis, ça j'en imagine pas un seul. Les hommes politiques aujourd'hui, ils ont plutôt tendance à les considérer comme des boucs émissaires, à dire que c'est la faute de leurs collaborateurs. Alors lui, c'était exactement le contraire. C'est-à-dire qu'il travaillait vraiment de manière collective avec ses collaborateurs, les hauts fonctionnaires ou les fonctionnaires de terrain. Et il travaillait avec eux, il allait sur le terrain avec eux, il échangeait, il écoutait beaucoup, c'était un homme d'écoute. Il n'était pas du tout du genre à imposer ses vues aux autres. Il prenait ses décisions de manière ferme et claire, mais après avoir écouté les autres. Donc c'est pour ça qu'il était aimé, et il a gardé des relations amicales avec ses plus proches collaborateurs de son cabinet, qu'il recevait d'ailleurs, qu'il invitait à Menton, quand il était à Menton, et il partageait beaucoup de choses avec eux, notamment, comme je disais, les différents plaisirs de la vie, notamment les plaisirs de la nourriture, de la bonne nourriture, de la gastronomie. Autre question? Oui? Est-ce que Tardieu avait... quelles étaient ses idées vis-à-vis de l'Empire colonial français, au même moment où l'Empire britannique, du moins pour certaines parties, avait une évolution pour certains territoires qui allaient vers de plus en plus d'autonomie, alors que l'Empire colonial français, lui, ne bougeait pas. Quelle était sa position vis-à-vis de tout ce qui était l'ensemble français dans le monde? Je crois que la question ne se posait pas vraiment pour lui. Je crois qu'il était favorable dans la tradition des républicains de l'époque. Pour lui, c'était l'Empire français, ça faisait partie de la France. Il n'envisageait pas du tout une évolution vers la décolonisation. C'était pas son terrain. Il était très favorable, je sais, à la politique française en faveur du protectorat marocain dans les années 1900-1910. Beaucoup de ces éditoriaux du Temps sont très favorables à la politique française au Maroc. Sur l'Algérie, ça ne posait pas de problème pour lui à l'époque. L'Algérie était un département français comme les autres. C'était comme ça que vous voyez l'ensemble. Il était très proche de Lyautey. C'était un grand admirateur de Lyautey dont nous parlions tout à l'heure aussi. Donc je crois que sa politique à l'époque, elle était vraiment sur la ligne de Lyautey. Il n'y avait pas du tout de raisonnement anticipant sur la décolonisation. J'ai retrouvé peut-être une ou deux phrases dans ses écrits dans lequel il dit peut-être que l'avenir nous montrera qu'on a fait une grande erreur en créant un empire français. Mais d'abord ça concernait plutôt des destinations plus lointaines comme l'Indochine. Ça ne concernait pas du tout l'Algérie à mon avis dans ce qu'il disait là. Et puis surtout, c'est très marginal, parce on peut retrouver, peut-être qu'il a eu des réflexions à cet égard, comme c'était quelqu'un de vraiment très intelligent et très visionnaire, mais il n'a pas été jusqu'à... Mais personne ne remettait en cause l'Empire français à l'époque. L'exposition coloniale de 1935, elle faisait absolument consensus à l'époque. Même les communistes, même l'extrême gauche de l'époque, ne prévoyaient pas ce qui allait se passer dans les années 1950 et 1960, si vous voulez. Ça faisait partie du consensus de l'époque. Comme ce qu'on disait tout à l'heure sur l'Europe de l'Est. Après, c'est un peu facile, après les événements qui se sont passés, de voir les choses de manière complètement différente, avec un autre regard, parce que ces choses se sont bien passées. Mais à l'époque, non, on voyait pas du tout venir le risque on voyait pas la décolonisation. L'Empire français, c'était la France. Et en 1900, juste avant la Deuxième Guerre mondiale, à la fin des années 1930, on considérait que l'Empire colonial, c'était la grande force de la France par rapport à l'Allemagne. On a vu ce que ça a donné, évidemment, mais c'était comme ça qu'on voyait la France, l'empire sur lequel le soleil ne se couche jamais, comme on disait. Voilà, donc je ne crois pas que Tardieu ait eu des visions fulgurantes sur ce qui allait se passer dans les années 50-1960, ça je ne crois pas. C'est surtout la Deuxième Guerre mondiale qui a créé un tournant. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais de toute façon, le débat français entre les deux guerres, c'est un débat qui est orienté vers les questions de l'équilibre européen et de la question allemande. Oui. La question des colonies, elle est tout à fait secondaire. Tout à fait. Dans le débat politique français en général.
même si le Parti communiste a fait des opérations lors de la guerre du Rif, etc., à l'époque où il était maximaliste, oui. Comme vous dites, dans la ligne de ce que préconisait l'Internationale communiste. Mais sinon, il n'y a pas de... C'est pas le problème majeur. La France regarde vers l'Allemagne et vers l'ensemble européen, beaucoup plus que vers son empire. Et puis, à l'époque, même, est-ce que on voyait beaucoup de revendications au niveau de l'empire, au Maroc, peut-être un peu au Maroc ou en Tunisie, mais en Algérie notamment, les partisans de l'indépendance de l'Algérie étaient infiniment minoritaires, je crois, avant la guerre. Hein, c'est pas... Et le débat n'était pas vraiment entré dans la politique française de l'époque. Il est entré en 1954 en réalité. Même avant, l'appartenance de l'Algérie à la France faisait l'objet d'un consensus. Hein, par contre, nous parlions de Gaulle, lui, par contre, avait une vue différente. Hein. En 1940, dans son discours, la France n'est pas seule, il y a son immense empire. Lui, apparemment, n'était pas dans cette vision-là, a priori. Hein. C'est-à-dire cette vision-là lorsqu'en 1940, il a fait son discours, d'ailleurs, il avait très clairement l'idée de poursuivre la guerre en Afrique du Nord, se replier sur Alger. Et pour lui, je dirais, la guerre n'était pas perdue à partir du moment où la France avait encore, je dirais... Oui, bien sûr, mais il n'a pas du tout de vision favorable à la décolonisation à cette époque-là. C'est exactement autre chose. Oui. Non, c'est l'arrière, considéré militairement comme l'arrière, voilà. Où on veut se replier afin de reconquérir. Oui. C'est ce qu'on aurait dû faire et c'est ce qui ne s'est pas passé, mais voilà. Oui. Ultime question. Philosophiquement et spirituellement, Tardieu, il se positionnait, je ne sais pas, par rapport à l'Église, à la franc-maçonnerie, à toutes ces choses-là. Alors, lui-même, de ce que j'ai compris, n'était pas franc-maçon. Hein, il n'était pas... ce qui lui a valu un certain nombre de déboires avec le Parti radical, d'ailleurs. Hein, on disait que c'était un des premiers ministres de l'Intérieur qui n'était pas membre du Parti radical. Donc il s'est pas mal brouillé avec le Parti radical à ce sujet-là. Et sur le plan spirituel, il était pendant sa carrière, il n'était pas du tout pratiquant. Hein, pendant sa carrière politique, hein, c'était un bon vivant, comme je disais. Il pensait beaucoup plus. C'était plutôt un libertin qu'un catholique pratiquant, en fait. Hein. Mais en revanche, oui, le mot de libertin n'est pas excessif en ce qui le concerne, je pense. Par contre, à partir de son exil de Menton, là, il change complètement et il se reconvertit à la religion de son enfance, en fait. Hein. À Menton, il avait un monastère qui était juste à côté de l'hôtel où il habitait, à côté de la maison qu'il a construite ensuite. Et il fréquentait abondamment les moines du monastère. Et là, il est devenu très, très pratiquant, très catholique. Il allait à la messe le dimanche, il faisait des dons aux deniers du culte. Donc, sur la fin de sa vie, oui. Alors, je ne sais pas si c'est l'influence de son épouse, puisqu'il s'est marié en 1937 avec une dame qui était autre que Marie Marquette, par contre. C'est peut-être un peu l'influence de cette dame, je ne sais pas. Mais en tout cas, la fin de sa vie, il était très, très croyant et très catholique, ça c'est sûr. Nous terminerons sur cette vision édifiante.